Paris, avenue Montaigne, le café le plus exclusif de la capitale. Un homme en costume à 20 000 € entre avec une fillette de 7 ans qui n'a pas parlé depuis la mort de sa mère. Les médecins disent qu'elle est muette pour toujours. Une jeune serveuse aux mains abîmées par le travail s'approche de leur table. Elle regarde l'enfant dans les yeux et commence à bouger les mains. Langue des signes. La fillette répond. Pour la première fois en 2 ans, elle communique. Mais ce qu'elle révèle avec ses petites mains glace le sang du père. L'enfant n'est pas muette. Elle fait semblant depuis 2 ans parce qu'elle a vu qui a tué sa mère. Et l'assassin lui a promis que si elle parlait, elle serait la prochaine. La serveuse sourit et dit une phrase qui changera 3 vies. « Je suis la sœur de votre femme, et je sais tout. » La tour Montparnasse dominait Paris comme une sentinelle de verre et d'acier, et depuis son bureau au dernier étage, Antoine Dubois régnait sur un empire pharmaceutique de 3 milliards d'euros. Contrats internationaux, décisions affectant des millions de vies, pouvoir absolu dans le monde médical. Pourtant, avec tout ce pouvoir, il ne pouvait faire prononcer un seul mot à sa fille de 7 ans. Camille était assise sur le canapé de cuir blanc importé de Milan, une pièce à 30 000 € qui semblait dérisoire, comparée au vide dans ses yeux bleus. Les cheveux blonds de l'enfant, héritage de sa mère Sophie, tombaient comme un rideau doré pendant qu'elle dessinait. Toujours le même motif obsessionnel, des papillons bleus s'échappant de cages dorées, certains aux ailes brisées, tombant vers le sol, d'autres réussissant à fuir vers un ciel qui semblait inaccessible. Antoine l'observait depuis son bureau en chêne massif du XVIIIe siècle, faisant semblant de lire des rapports financiers alors qu'il étudiait chaque mouvement de l'enfant. 2 ans. 2 longues années depuis cette nuit pluvieuse de novembre où les gendarmes avaient sonné à la porte de leur hôtel particulier du 16e arrondissement à 2 heures du matin. Sophie Dubois, 35 ans, rayonnante de vie, était morte sur le périphérique. Sa Mercedes avait percuté la barrière de sécurité à 140 km/h. Défaillance des freins, avaient conclu les experts. Un tragique accident. Depuis cette nuit, Camille n'avait plus prononcé un seul mot. Les premiers spécialistes avaient parlé de choc traumatique temporaire. Normal pour une enfant ayant perdu sa mère si jeune. Mais quand les semaines étaient devenues des mois, puis des années, le diagnostic avait évolué. Antoine avait emmené Camille voir les plus grands experts mondiaux. Le professeur Kaufmann à Genève, 4 000 € la consultation, avait diagnostiqué un mutisme sélectif sévère. Le docteur Morrison à Londres, 1 semaine de tests coûtant le prix d'un appartement parisien, avait parlé de lésions neurologiques post-traumatiques. Le célèbre neurologue Tanaka à Tokyo avait été catégorique. Mutisme irréversible. 60 spécialistes, 5 continents, 3 millions d'euros dépensés. Le résultat restait identique. Silence absolu. Camille ne parlait pas, ne tentait pas de parler, ne montrait aucun signe de vouloir communiquer verbalement. Seulement des dessins, des milliers de papillons en fuite. Antoine avait tout essayé. Art-thérapie à l'hôpital Sainte-Anne, équithérapie dans un centre spécialisé en Normandie, même une thérapie par les dauphins aux Canaries. Il avait transformé une aile entière de leur hôtel particulier en monde féerique, espérant déclencher quelque chose. Des comédiens du Théâtre du Soleil venaient jouer les contes préférés de Camille. Rien. L'enfant regardait tout de ses immenses yeux bleus, cadeau génétique de Sophie, mais ses lèvres restaient scellées. L'entreprise en souffrait. Antoine passait la moitié de son temps à chercher des traitements pour Camille, l'autre à cacher sa distraction au conseil d'administration. Les associés russes, particulièrement Viktor Volkov, commençaient à perdre patience. Volkov était un homme qui ne tolérait aucune faiblesse, qui considérait l'émotion comme un cancer à éradiquer. Plusieurs fois, avec sa voix froide qui suintait la menace, il avait suggéré que Camille serait mieux dans une institution spécialisée en Suisse, loin des responsabilités d'Antoine. Mais Antoine ne pouvait s'y résoudre. Camille était tout ce qui lui restait de Sophie. Chaque geste, chaque regard lui rappelait la femme qu'il avait aimée. Il l'amenait au bureau chaque après-midi après l'école bilingue. La seule qui avait accepté une enfant à besoins spéciaux, moyennant un don d'1 million d'euros.
et la regardait dessiner pendant qu'il prétendait travailler. Ce mardi de novembre, Paris était noyé dans un brouillard épais qui transformait la tour Eiffel en spectre métallique. Antoine regarda sa vacheron Constantin à 300 000 €, 16 heures. Camille n'avait pas touché son déjeuner, sushi à 200 € du Nobu, ni levé les yeux quand le directeur financier était entré pour des signatures urgentes. C'est alors qu'Antoine prit une décision impulsive, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Il se leva, prit son manteau berlouti et s'approcha de Camille. L'enfant leva les yeux, surprise par cette rupture de routine. Antoine lui tendit la main et pour la première fois depuis des mois, vit autre chose que le vide dans ses yeux, de la curiosité. Il l'emmena au Café de Flore, boulevard Saint-Germain. Il n'y était pas retourné depuis 2 ans, depuis avant l'accident. C'était l'endroit spécial de Sophie, où chaque samedi matin elle emmenait Camille pour un chocolat chaud et des croissants. Sophie disait que c'était leur royaume secret, loin du monde des affaires et des apparences, où elles pouvaient être simplement mère et fille. Le café n'avait pas changé. Toujours ce temple de l'élégance parisienne où l'élite intellectuelle et financière se retrouvait pour conclure des affaires millionnaires devant des cafés à 12 €. Banquette de cuir rouge, miroir art déco, serveur en tablier blanc évoluant entre des clients en manteau de fourrure à 60 000 € et sacs Hermès encore plus chers. Antoine et Camille entrèrent et le maître d'hôtel, qui les reconnut immédiatement, pâlit légèrement. La dernière fois qu'il les avait vus, Sophie était avec eux, radieuse dans une robe rouge Saint-Laurent, riant pendant que Camille lui montrait un dessin de papillons, des papillons colorés et joyeux à l'époque. Il les conduisit à la table du fond, celle réservée aux clients les plus importants, avec vue sur le boulevard où le flot du Paris chic défilait sans cesse. Camille s'assit et pendant un instant sembla revivre. Ses yeux parcoururent le café, s'arrêtèrent sur le comptoir de pâtisserie où Sophie l'avait laissé choisir 3 gâteaux au lieu d'un pour son anniversaire. L'enfant glissa la main dans la poche de son manteau bon point et sortit quelque chose qui serra le cœur d'Antoine. Une photo de Sophie, froissée à force d'être touchée. C'est à ce moment qu'Antoine la remarqua. Une serveuse qu'il n'avait jamais vue, différente des habituelles jeunes femmes parfaitement coiffées et maquillées qui servaient dans ce temple parisien. Elle avait environ 25 ans, des cheveux châtains tirés en queue de cheval pratique, pas artistique. L'uniforme du café, jupe noire et chemisier blanc, semblait déplacé sur elle comme un déguisement. Mais c'était ses mains qui la trahissaient, abîmées, avec de petites cicatrices et des callosités qui parlaient de vrai travail, pas de servir des expressos à des millionnaires. La jeune femme s'approcha de leur table d'un pas décidé, sans la déférence étudiée des autres serveurs. Et puis, elle fit quelque chose qui glaça le sang d'Antoine. Elle ne le regarda pas, lui, l'homme en costume Dior à 8 000 €, avec la Rolex à 400 000 au poignet. Elle ne demanda pas ce qu'il désirait commander. Elle regarda Camille, droit dans les yeux, avec une intensité qui ressemblait à de la reconnaissance. Et puis ses mains commencèrent à bouger. Ce n'étaient pas des gestes aléatoires ou nerveux, c'était la langue des signes, fluide et précise comme une danse pratiquée pendant des années. Les mains de la jeune femme formaient des mots dans l'air, créant des phrases qu'Antoine ne pouvait comprendre, mais qui signifiaient clairement quelque chose de profond. La réaction de Camille fut instantanée et bouleversante. L'enfant qui ne réagissait à rien depuis 2 ans se redressa sur sa chaise comme électrocuté. Ses yeux s'écarquillèrent, la photo de Sophie tomba sur la table. Et puis, Antoine ne pouvait en croire ses yeux, les petites mains de Camille commencèrent à répondre. C'était impossible. Camille ne connaissait pas la langue des signes, Antoine ne la lui avait jamais fait enseigner, convaincu qu'elle finirait par parler normalement. Pourtant elle était là, ses petites mains bougeant avec une compétence surprenante, formant clairement des mots, des phrases, une conversation entière. Antoine regardait, paralysé, sa fille parler pour la première fois en 2 ans. Les mains de Camille bougeaient de plus en plus vite, racontant quelque chose qui faisait pâlir progressivement la serveuse. Même sans comprendre la langue des signes,
Antoine pouvait voir l'urgence dans les gestes de sa fille, le soulagement de pouvoir enfin communiquer mélangé à quelque chose qui ressemblait à de la terreur. Il vit Camille former des gestes qui ressemblaient à des ailes, des papillons, comprit-il, puis des cages, puis quelque chose qui ressemblait à une voiture. L'enfant montra la photo de Sophie sur la table, puis fit un geste qu'Antoine reconnut, le signe universel de la mort. Puis, d'autres signes frénétiques, une voiture, une collision, un homme avec quelque chose sur le visage. Camille toucha sa joue, traçant une ligne, une cicatrice. Le cœur d'Antoine s'arrêta. Volkov avait une cicatrice sur la joue gauche. Les mains de Camille continuaient à bouger, maintenant avec désespoir. Elle se montra elle-même, puis la fenêtre, fit le geste de regarder, puis encore la voiture, la collision, l'homme à la cicatrice. La serveuse était devenue blanche comme la nappe de lin de la table. Antoine se leva avec une telle violence que sa chaise tomba en arrière dans un fracas qui fit se retourner tous les clients du café. Il saisit le poignet de la serveuse avec une force qui la fit grimacer de douleur. De près, il pouvait mieux voir son visage, et ce qu'il vit le paralysa. Les yeux. Ses yeux verts émeraude, qu'il connaissait si bien, les mêmes yeux que Sophie, la même forme, la même façon de vous regarder comme s'il pouvait voir à travers tous vos mensonges. La même détermination qu'il avait aimée chez sa femme et qui maintenant le terrifiait chez cet inconnu. La jeune femme ne se débattit pas. Elle le regarda avec un calme glacial et prononça les mots qui allaient tout changer. « Je suis Julie Moreau, la sœur de Sophie, celle dont vous ignoriez l'existence. Et je sais que ma sœur n'est pas morte dans un accident. » Dans le salon privé du Café de Flore, réservé aux conversations les plus discrètes du tout Paris, la vérité émergea comme un fleuve souterrain trouvant enfin la surface. Julie Moreau racontait sans pitié pendant que Camille, enfin libre de parler avec ses mains, confirmait chaque détail avec des gestes frénétiques. Sophie avait une demi-sœur que leur père avait eue d'une liaison précédente. Julie avait grandi à Belleville, dans les HLM, pendant que Sophie vivait dans le luxe de Neuilly. Le père les avait gardés séparés, honteux de sa fille illégitime, tout en exhibant celle légitime dans la haute société parisienne. Mais Sophie et Julie s'étaient trouvées, à l'insu de tous. Elles se rencontraient en secret dans des cafés anonymes de la rive gauche. Sophie enseignait l'anglais et l'allemand à Julie. Julie enseignait la langue des signes à Sophie, qu'elle avait apprise en travaillant avec des enfants sourds dans une association de Seine-Saint-Denis. Sophie avait découvert quelque chose de terrible sur Dubois Pharmaceutique. L'entreprise d'Antoine testait des médicaments non autorisés sur des enfants en Afrique de l'Ouest. Des médicaments qui causaient des dommages neurologiques permanents, mais étaient vendus comme sûrs dans les pays en développement. Elle avait des preuves, emails, enregistrements, vidéos. Elle allait voir Julie cette nuit-là, avec tout le matériel quand sa voiture avait été percutée. Camille avait tout vu depuis la fenêtre de sa chambre qui donnait sur l'avenue. Elle ne dormait pas, elle attendait que sa maman rentre. Elle avait vu la voiture noire foncer délibérément sur la Mercedes de Sophie, la pousser contre la barrière. Elle avait reconnu l'homme qui était sorti vérifier que Sophie était bien morte. Viktor Volkov, l'associé russe de son père, l'homme à la cicatrice qui venait souvent dîner. Le lendemain matin, Volkov était venu à l'hôtel particulier. Il avait fermé la porte du bureau d'Antoine et avait parlé calmement. Il savait que Camille avait vu. Il avait des photos de la caméra de sécurité montrant l'enfant à la fenêtre. Si elle parlait, elle subirait le même sort que sa mère. Il avait montré à Antoine des photos d'autres enfants, enfants d'employés qui avaient voulu jouer aux héros. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Tous morts dans des accidents. Antoine avait cédé au chantage. Pour sauver Camille, il lui avait fait des injections mensuelles d'un médicament qui simulait le mutisme neurologique. Un produit développé dans leur propre laboratoire, ironiquement. Pendant 2 ans, il avait empoisonné sa propre fille pour la protéger. Julie avait tout planifié. Elle avait trouvé du travail au Café de Flore, sachant qu'un jour Antoine y reviendrait. Elle avait attendu, observé, préparé sa vengeance.
Mais en voyant Camille, en comprenant qu'elle était victime autant que Sophie, son plan avait changé. Elle ne voulait plus seulement la vengeance, elle voulait la justice. Elle montra à Antoine son téléphone. Tous les fichiers que Sophie lui avait envoyés cette nuit fatale étaient là. Les preuves des tests illégaux, les enregistrements de Volkov se vantant de ses crimes, les vidéos d'enfants africains mourant après avoir pris les médicaments du bois. De quoi détruire l'empire criminel, mais aussi envoyer Antoine en prison comme complice. Le choix était simple, collaborer pour faire tomber Volkov ou être détruit avec lui. Antoine regarda sa fille, qui le fixait avec des yeux pleins d'espoir et de peur. Camille signa un seul mot qui décida tout. Justice. Les semaines suivantes furent une danse mortelle sur le fil du rasoir. Antoine continuait sa vie normale. Réunion au ministère de la Santé, gala de charité à l'opéra, conférence de presse, tout en enregistrant secrètement chaque conversation avec Volkov. Julie avait contacté le procureur Jean-Pierre Martineau, un homme qui avait consacré sa vie à démanteler les réseaux criminels cachés derrière des façades respectables. Camille était devenue leur espionne parfaite. Elle avait arrêté les injections, mais continuait à faire semblant d'être muette. Présente lors des dîners à l'hôtel particulier où les adultes parlaient librement devant l'enfant handicapé, elle mémorisait tout et le rapportait à Julie en langue des signes lors de leur rencontre secrète au jardin du Luxembourg. Ce fut Camille qui découvrit le plan final de Volkov. Lors d'un dîner, alors qu'elle faisait semblant de dessiner ses éternels papillons, elle l'entendit au téléphone dans le jardin d'hiver. Il organisait une livraison massive de médicaments contrefaits destinés à un hôpital pédiatrique à Dakar, des médicaments qui causeraient des dommages irréversibles à des centaines d'enfants, mais rapporteraient 60 millions d'euros. La livraison devait partir du port du Havre dans 3 jours. Le procureur Martineau vit l'opportunité parfaite pour prendre Volkov en flagrant délit, mais il fallait une preuve directe le liant aux médicaments. La seule solution était qu'Antoine le fasse avouer. Le soir avant la livraison, Antoine invita Volkov dans son bureau de la tour Montparnasse. La pièce avait été truffée de micros et de caméras par la brigade criminelle. Camille était là, assise dans son coin habituel, muette et invisible, dessinant. Volkov arriva à 21h, arrogant comme toujours. Il se servit un cognac Louis XIII à 5 000 € la bouteille et leva son verre. À notre fortune, mon ami. Demain, nous serons encore plus riches. Antoine joua son rôle, exprimant des inquiétudes sur les risques. Volkov rit, un son qui fit frissonner Camille dans son coin. Il parla des enfants africains comme de statistiques, se vanta d'avoir testé les effets sur un village au Mali, 300 enfants, des cobayes parfaits. Il savait exactement combien de temps il mettait à mourir. Quand Antoine mentionna Sophie, le visage de Volkov se durcit, puis, croyant la pièce sûre, il avoua. Il l'avait tué lui-même, ne faisant confiance à personne pour un travail si important. Il décrivit comment il avait percuté sa voiture, comment il avait vérifié qu'elle était bien morte. C'est alors que Camille fit quelque chose d'extraordinaire. Elle se leva, regarda Volkov droit dans les yeux et parla. Avec sa voix, claire et forte, « Tu as tué ma maman. Tu es un monstre. » Volkov blêmit, puis sortit son arme. Mais c'était trop tard. La porte explosa et 20 agents du raid firent irruption. Le procureur Martineau entra en dernier triomphant. Tout était enregistré. Tandis qu'on l'emmenait, Volkov cracha des menaces. Mais Martineau l'informa que des opérations simultanées dans 15 pays démantelaient son réseau criminel à cet instant même. Le procès qui suivit fut le scandale judiciaire du siècle en France. La salle d'audience du palais de justice de Paris devint le théâtre où se révélèrent des horreurs dépassant l'imagination. 87 arrestations dans 15 pays. Un réseau criminel responsable de la mort de milliers d'enfants africains. Antoine témoigna pendant des semaines, confessant chaque détail de sa complicité forcée. Il perdit tout. L'entreprise mise sous séquestre, les comptes gelés, la réputation anéantie. Mais chaque soir, il rentrait dans le petit appartement du Marais où Julie et Camille l'attendaient. Julie s'était installée avec eux,
devenant la famille que Camille avait perdue. Les deux sœurs avaient transformé le modeste appartement en havre de paix. Camille avait complètement retrouvé la parole, alternant naturellement entre mots parlés et langue des signes. Le témoignage de Camille fut le moment le plus poignant. L'enfant de 7 ans raconta d'une voix ferme la nuit du meurtre, les 2 années de silence forcé, la peur constante. Quand on lui demanda pourquoi elle avait trouvé le courage de parler, elle répondit que sa maman lui avait appris que la vérité était plus forte que la peur. Julie apporta toutes les preuves que Sophie avait rassemblées. Vidéos d'enfants mourant après avoir pris les médicaments du bois, documents prouvant la pleine connaissance de Volkov, enregistrements glaçants. Chaque preuve enfonçait un clou supplémentaire dans le cercueil de l'empire du mal. Le verdict tomba un matin de mai. Volkov. Réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre et crimes contre l'humanité. Ses complices, peine de 20 à 30 ans. Antoine, 5 ans avec sursis pour sa collaboration, interdiction définitive d'exercer dans le secteur pharmaceutique, confiscation totale du patrimoine. Mais le vrai verdict vint du public. Devant le palais de justice, au lieu des insultes qu'Antoine redoutait, des applaudissements éclatèrent. Pas pour lui, mais pour Camille, l'enfant qui avait trouvé le courage de briser le silence. Pour Julie, qui avait attendu dans l'ombre pour obtenir justice. Pour Sophie, qui avait sacrifié sa vie pour protéger des enfants inconnus. L'affaire Dubois-Volkov conduisit à de nouvelles lois européennes sur les essais pharmaceutiques. Un fonds d'1 milliard d'euros fut créé pour indemniser les victimes africaines. L'industrie pharmaceutique mondiale fut contrainte à une transparence sans précédent. 2 ans plus tard, la vie avait pris une direction que personne n'aurait imaginée. Antoine purgeait sa peine en travaillant comme bénévole dans une association pour enfants traumatisés. Chaque matin, il préparait le petit déjeuner pour Camille et Julie dans leur appartement du Marais, trouvant dans cette routine simple une paix que le luxe ne lui avait jamais apportée. Julie avait transformé une partie de l'indemnisation de l'État en rêve, la Maison des Papillons, un centre de communication pour enfants ayant des difficultés de langage. En quelques mois, c'était devenu la référence à Paris pour les enfants autistes, muets, sourds, traumatisés. Un lieu où le silence n'était pas une prison, mais un langage à respecter et comprendre. Camille était l'âme du centre. À 9 ans, elle enseignait la langue des signes aux nouveaux arrivants avec une patience infinie. Son histoire était devenue un livre illustré dont les bénéfices allaient aux victimes des tests illégaux. Mais le vrai miracle survint avec l'arrivée d'Aminata. Aminata était une petite malienne de 8 ans, survivante des tests de Volkov, mais devenue muette après avoir vu mourir son petit frère. Amenée en France pour des soins spécialisés, elle n'avait répondu à aucune thérapie. Jusqu'à sa rencontre avec Camille. Les 2 enfants se reconnurent dans leur silence partagé. Camille prit doucement les mains d'Aminata et les fit bouger pour former le mot « ami » en langue des signes. Pour la première fois en 1 an, Aminata sourit. Puis ses mains commencèrent à bouger, d'abord hésitantes, puis de plus en plus assurées. Dans les mois qui suivirent, Camille et Aminata devinrent inséparables. Elles créèrent un langage unique, mélange de signes français et maliens. Ensemble, elles aidaient d'autres enfants à trouver leur voix avec les mains, les couleurs, n'importe quel moyen, sauf le jugement. Antoine observait sa fille se transformer en ce qu'il n'avait jamais été, une vraie guérisseuse. Pas avec des médicaments et des profits, mais avec de l'empathie et de la compréhension. Lors d'une session au centre, il entendit Camille dire à Aminata que le silence était parfois l'endroit où naissaient les mots les plus importants. Un soir, pendant leur dîner rituel tous ensemble, Camille annonça son rêve, devenir avocate pour protéger les enfants qui ne pouvaient pas parler. Antoine sentit les larmes monter tandis que sa fille transformait le trauma en mission, la cage en elle. 10 ans après cet après-midi au Café de Flore, le grand amphithéâtre de la Sorbonne accueillait un événement extraordinaire. Camille Dubois, 17 ans, recevait le prix international des droits de l'enfant devant 2000 personnes, incluant ministres, ambassadeurs et activistes du monde entier. La jeune fille, qui avait été contrainte au silence,
commença son discours de manière révolutionnaire. 3 minutes de pure langue des signes, ses mains dansant pour raconter son histoire. Puis elle parla avec sa voix, expliquant comment, dans le silence qui lui avait été imposé, elle avait trouvé un langage universel. La Maison des Papillons était devenue un phénomène mondial. 20 pays, 10 000 enfants qui avaient trouvé des moyens alternatifs de communiquer. Aminata, maintenant sa meilleure amie, avait ouvert la branche africaine. Ensemble, elles avaient témoigné à l'ONU, changeant les lois internationales sur la protection des mineurs. Camille parla de sa mère Sophie, morte pour protéger des enfants inconnus. De Julie, la tante qui avait attendu dans l'ombre pour obtenir justice. D'Antoine qui, malgré des erreurs terribles, avait trouvé le courage d'affronter la vérité. Mais surtout, elle parla du futur, la fondation Sophie Dubois pour la justice pharmaceutique, créée avec les fonds saisis à Volkov. L'ovation fut assourdissante, mais Camille leva la main pour demander le silence. Elle raconta l'histoire d'une petite Syrienne arrivée au centre, muette, depuis qu'elle avait vu mourir sa famille. Quand elle lui avait demandé ce qu'elle voulait dire au monde, l'enfant avait répondu en signe que même dans le silence le plus profond, il y a toujours une voix qui attend d'être libérée. Après la cérémonie, la famille improbable, Camille, Antoine et Julie, marchaient dans les rues de Paris. Ils passèrent devant le café de Flore, maintenant illuminé par les lumières dorées du soir. Camille s'arrêta un instant pour regarder à l'intérieur, puis secoua la tête. Cet endroit appartenait au passé, au silence imposé. Eux appartenaient au futur, à la voix retrouvée. Alors qu'ils s'éloignaient, une jeune serveuse les observait depuis la vitrine. Elle avait dans les yeux une histoire non dite, les mains qui tremblaient légèrement. Camille la remarqua et lui fit un signe. « Courage !» La jeune fille répondit, hésitante, « J'ai besoin d'aide. » Sans hésitation, ils firent demi-tour, car c'était leur mission maintenant. Écouter le silence, lui donner une voix, transformer les cages en ailes. Une histoire à la fois, un enfant à la fois, une vérité à la fois. Le cercle de justice s'était refermé, mais comme tout cercle, c'était aussi un nouveau commencement. L'empire de 3 milliards s'était écroulé, mais de ses cendres était né quelque chose d'infiniment plus précieux. Un réseau mondial d'enfants qui avaient trouvé leur voie, une famille construite sur l'amour plutôt que sur le sang, et la preuve que du silence le plus sombre peut naître la vérité la plus lumineuse. Camille avait appris la leçon fondamentale. Parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Et ce qui compte ne se mesure pas en milliards, mais dans les sourires d'enfants qui retrouvent la capacité de s'exprimer, dans le courage de dire la vérité même quand elle coûte tout, dans l'amour qui survit à l'impossible. La petite fille muette qui dessinait des papillons était devenue la voix de milliers d'enfants. Son silence forcé s'était transformé en cri de justice le plus puissant. Et quelque part dans l'univers où les âmes libres volent, Sophie Dubois souriait en voyant sa fille devenir le papillon qu'elle avait toujours rêvé, belle, forte et surtout libre. Cette histoire t'a touché? Mais un j'aime et abonne-toi, commente. As-tu déjà dû trouver le courage de briser un silence? Partage avec ceux qui ont besoin de trouver leur voix. Rappelle-toi, chaque silence cache une vérité qui attend d'être libérée. Prochaine vidéo. L'enfant autiste qui a sauvé l'empire de son père avec un seul dessin.